Je suis allé au Festival de Cannes. Mais on s'en fiche. Effectivement, du 11 au 16 mai 2018, je suis allé avec ma classe de cinéma, car je suis dans une classe de cinéma, si vous ne saviez pas, au Festival de Cannes 2018. Festival de Cannes, vous savez tout ce que c'est, les films, les stars, les paillettes et ce genre de choses. Mais comme raconter ma vie c'est pas très intéressant et que vous vous en fichez, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans une première partie, je vais vous raconter des anecdotes autour du festival, des anecdotes que j'ai vécues, des rencontres, ce genre de choses. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais plutôt faire les critiques des films que j'ai vus. Je mets ça à la fin parce que la plupart de ces films ne sortiront que dans un an et que de toute façon, je vous en parle, mais vous savez pas de quoi ça... Vous connaissez pas... Vous devez pas connaître forcément ces films. Du coup, dans un an, quand vous verrez ces films, vous reviendrez voir cette vidéo et vous saurez mon avis. Tout au long du festival, j'ai pris des notes justement des films que j'ai vus ou ce genre de choses. Du coup, chapitre 1, les anecdotes. Pour aller au Festival de Cannes, nous sommes partis en avion avec ma classe parce qu'on habite quand même plutôt loin, on est en Alsace, du coup c'était le moins cher. Et comme je suis quelqu'un de très rassuré en avion, c'est du sarcasme, le voyage s'est très bien passé, on a atterri à Nice, comme vous pouvez le voir sur ces images prises en vidéo, je suis très rassuré et voilà. Ensuite on a pris le bus pour aller à Cannes et nous sommes directement allés voir, aller à la Croisette. C'est-à-dire qu'à 13 h on arrive à l'aéroport de Nice et à 15 h on est déjà dans la file d'attente pour voir des films. Il y a différentes salles tout au long de la Croisette. Celle où on est le plus allé, c'est pas le Grand Palais parce que ça faut des autorisations spéciales. On est plus allé à la quinzaine des réalisateurs. C'est une compétition annexe de la compétition officielle. Et on a vu quelques films qui étaient très intéressants. La salle, c'est le théâtre de la Croisette est très jolie cette salle. Très grande, j'aime bien. Et du coup pour les films on avait besoin de passes parce qu'on peut pas se présenter comme ça. Bonjour, je peux venir? Mais bien sûr, entre, tu es la bienvenue. Non, ça se passe pas comme ça du tout. Il y a différents types de passes, les passes presse, les passes cinéphiles. Nous on avait les passes cinéphiles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ceux où tu es comment dire, tout en bas, tu vois, t'as les grandes stars, t'as les journalistes et tout, et t'as les cinéphiles. C'est ceux qui vont voir le plus de films, mais qui entrent moins facilement, tu vois. Par exemple, la presse, quand elle va voir des films, la plupart du temps, elle est là, elle passe en premier, elle voit les 15 minutes, puis après, elle s'en va parce qu'elle va faire sa critique et tout. Alors que les cinéphiles, on se lève à 6 h du matin, on se couche à 2 h du matin. Vous voyez, et on passe toute la journée à voir des films. Hein. Nous on carbure à 3-4 films par jour sur du 11 au 16, c'est-à-dire que on en bouffe du film, hein. Des fois, c'est pour ça que on prenait des notes, hein, parce que justement, pour pas oublier, parce que 7 heures dans une salle de cinéma, au bout d'un moment, voilà quoi. Après il faut avouer que le cadre de la Croisette est magnifique, il y a la plage, il y a le Grand Palais, il y a du monde partout, mais après quand tu y es, le soir c'est magnifique. Par exemple, nous on a été le premier soir voir une séance au cinéma de la plage. D'ailleurs c'est très joli le cinéma de la plage, quand il fait beau avec la mer à côté, c'est le cadre est magnifique. D'autant plus quand tu vas voir Le Grand Bleu de Luc Besson. On est allé voir justement ce film. Et avec le cadre, enfin le sujet par rapport au cadre et tout allait ensemble. T'avais la mer, le vrai bruit des vagues à côté, le film, la nuit qui arrive, on était sur les transats avec des couvertures, c'était génial. Par contre, comme dit, tu te couches tard, c'est-à-dire que nous, notre résidence était, on doit prendre le bus, il y a une demi-heure de bus à peu près, le dernier bus c'était à 1 h 30, et si tu le rates après, tu rentres à pied, ou un taxi ou ce genre de choses. Et il y en a plusieurs dans notre classe qui ont dû faire ça, parce que quand tu finis le dernier film, souvent c'est vers 23 h minuit, des fois un peu plus tard lorsque tu vas aux séances spéciales. Et du coup, le soir t'es crevé, tu te couches, le lendemain par contre faut se lever tôt pour aller aux premières séances à 8 h 30. Sinon tu commences ta journée à 11 h et après tu rates les rendez-vous avec les profs.
c'est une très grande organisation pour ce genre de sortie, mais justement ça permet d'être autonome, toute la journée tu t'organises, tu as 5 € pour aller t'acheter assez d'argent pour manger, voilà. Par contre, vous savez, quand on dit qu'au sud de la France il fait toujours beau, toujours chaud, carte postale et tout, c'est faux. On a eu 2 jours de pluie, mais pas de la petite pluie, hein, pas genre le petit nuage, tout. Non, d'un coup, c'est-à-dire que nous, on sortait d'un film, on allait directement dans la file d'attente pour voir un nouveau film. On n'avait pas prévu qu'il allait faire moche. Et d'un coup, tu as d'abord quelques gouttes, et puis d'un coup, ça veut dire qu'il pleut. Heureusement, les Canois, je dois dire, bravo à vous les Canois, vous êtes très sympathiques parce que tous ceux que j'ai rencontrés, que ce soit les vigiles ou les gens croisés dans la rue, vous êtes très sympathiques. Il y a une dame qui nous a donné son parapluie où on a pu s'abriter. Merci madame, tu es très gentille. Mais quand on monte les marches, comment ça se passe? Eh bien, nous, on était les premiers arrivés dans la file d'attente pour monter les marches. Il y a plusieurs... il faut des autorisations spéciales. Hein. C'est-à-dire que ce genre de badge, ça marche pour les différents cinémas, mais pour quand tu montes les marches dans le Grand Palais, il faut des autorisations encore plus spéciales, des billets pour venir assister au film. Et du coup, il y a 3 contrôles différents, ils vérifient si t'es bien habillé, si t'as pas de métaux, enfin si t'as pas d'armes, ça c'est normal. Et après, avant de monter les marches, tu es installé, en fait c'est en bas des marches, c'est-à-dire que t'es pas tout au bout du tapis rouge, t'es vraiment devant les marches. Et donc t'es assez en avance parce que tu peux voir les gens du film d'avance sortir, enfin les stars, sortir, dire coucou. Puis après c'est ton tour de monter. Et tu te dis, waouh c'est génial, c'est les marches. J'en profite, je prends des photos, je fais coucou aux gens. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que déjà depuis cette année, les selfies sont interdits sur le tapis rouge. Du coup, tu peux prendre des photos à côté, mais pas sur le tapis rouge. Du coup, regardez, là je l'ai pris à côté, mais dessus je n'aurais pas pu. Et de toute façon, je n'aurais pas eu le temps. Parce que monter les marches, c'est le sprint. Hein. T'es en bas, on te dit allez-y, vous montez, tu montes et t'es déjà dans la salle. T'as pas le temps d'en profiter, de monter tranquillement les marches. Faire coucou aux gens qui ne te connaissent pas, t'es en bas, tu as 15 secondes pour monter les marches, voilà. C'est très rapide, c'est dommage, mais au moins comme dit c'est symbolique, tu montes les marches, c'est le festival de Cannes, voilà quoi. Par contre la grande salle du palais, elle est immense, enfin elle est immense mais je dirais pas magnifique, c'est-à-dire que c'est une sorte de gros hangar, par contre le son rentre très bien dans la salle, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire quand dans une salle aussi grande, le son serait pas top, au contraire, justement, je pense que cet aspect hangar, c'est parce que le son se propage mieux. Après, je ne suis pas professionnel de salle. Par contre, en tant que cinéphile, on a de bonnes références au bord de la plage. On s'amuse en option cinéma. Bon, assez raconté ma vie, il est temps de s'occuper des films. Donc le 11 mai à 18 h, c'est-à-dire faut arriver quand même 3 heures avant dans la file d'attente pour voir ce film, autant dire que voilà, hein. Nous avons vu Los Silencios, alors juste 70% des films de Cannes, c'est des drames sociaux, du coup voilà, c'est à peu près toujours la même chose. Los Silencios, c'est l'histoire de Noria 12 ans, Fabio 9 ans et leur mère Amparo, qui arrivent dans une petite île au milieu de l'Amazonie, à la frontière du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien dans lequel leur père a disparu. Et un jour, celui-ci réapparaît dans leur nouvelle maison. La famille est tentée par cet étrange secret et découvre que l'île est peuplée de fantômes. Alors, comme première expérience à Cannes, ça donne quoi? Eh bien, c'est un film qui est court, mais que j'ai trouvé très long. C'est-à-dire que, on va dire, les trois quarts du film, c'est, on va dire, je vous l'ai dit, une sorte de drame social sur la famille qui arrive, une famille pauvre qui arrive dans un nouveau milieu, qui a trouvé du travail, ou dans un endroit très pauvre, c'est pas très intéressant non plus quoi. Mais je veux dire que la fin rattrape, tu sais c'est le genre de fin ou plot twist à la Inception, qui te dit je dois revoir le film depuis le début pour bien comprendre. Car je vais pas trop spoiler non plus au cas où si un jour vous avez envie de voir ce film, sait-on jamais. La fin rend le film plus intéressant, mais je le reverrai quand même pas. Enfin si peut-être une fois pour comprendre mieux l'histoire, mais franchement c'est un film long. Après le soir au cinéma de la plage à 21 h 30, nous avons vu Le Grand Bleu. Alors ça c'est le classique de Luc Besson, je ne l'avais jamais vu auparavant, du coup le découvrir dans ce cadre là,
C'était magnifique. C'était un film intéressant, que j'ai trouvé très drôle. Jean Reno est incroyable dans ce film. L'autre acteur, j'ai oublié qui c'est, mais j'ai surtout retenu Jean Reno qui était très touchant, très drôle. J'ai beaucoup aimé ce film, même si j'ai trouvé que le film a une demi-heure de trop sur la fin, c'est-à-dire que le film aurait clairement pu se finir plus tôt, il le fait pas, il rajoute un truc qui sait pas aussi se finir, mais il y a encore... Et j'ai vu que la version courte, la version longue est beaucoup plus longue, comme son nom l'indique. Mais il a quand même fini à minuit et demi, du coup la version longue, non merci. Mais c'était une très bonne expérience, je suis content de l'avoir vu. Roberto, io parlo. Ensuite, le 12 mai à 8h45, nous avons vu Terray. Et pour voir un film à 8h45, tu te lèves à 7h30, alors que tu t'es couché à 1h le lendemain. Nous sommes en 1999, alors que la Serbie est bombardée par l'OTAN. Vlada travaille comme chauffeur de poids lourd, et dans son camion, il transporte un mystérieux chargement du Kosovo jusqu'à Belgrade, et traverse un territoire marqué par la guerre. Lorsque sa tâche sera terminée, il devra rentrer chez lui et vivre avec les conséquences de ses actes. Alors beaucoup de gens de ma classe n'ont pas vraiment aimé ce film, ont trouvé long, mais moi je l'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que l'histoire pourrait sembler longue et inintéressante, mais au contraire j'ai trouvé très intéressant, mieux que Los Silencios. C'est une histoire qui se laisse suivre parce qu'on a envie de savoir ce qu'il y a dans ce camion, et quand tu le découvres, bah t'es surpris quand même, un peu. Et le parcours de... il y a différentes choses qui lui arrivent sur la route, rend le truc plus intéressant, et plus... voilà. J'ai bien aimé ce film, c'est une bonne surprise. Ensuite, le 12 mai toujours, à 11h30, nous avons vu Petra. Comme je vous l'ai dit, les films s'enchaînent très vite, hein. À 8h30 t'es dans un film, à 11h30 t'es dans un autre. Après la mort de sa mère, Petra se met à la recherche de son père, qu'elle n'a pas connu. Elle croit le retrouver en Romay, sculpteur célèbre, vieillissant, égocentrique, manipulateur, cruel. Elle fait également la connaissance de son demi-frère, Lucas. Et ce film est pour moi le film cliché du drame romantique. C'est-à-dire avec tous les trucs qui vont avec, les rebondissements un peu forcés qui te font dire « Mais je ne suis pas ta fille, mais je suis ton père, non !» Ouais, donc c'est pas très original, c'est ennuyeux, mais je trouve que le film avait une bonne réalisation. Et le découpage par chapitre est absolument inutile, et n'aide pas trop non plus à se plonger dans l'histoire parce que ça se passe avant, ça se passe après. Ouais, non, ce film il est pas top. Ensuite, à 16h, nous avons vu le film Scheherazade, qui n'est pas inspiré des Mille et une nuits, comme on pourrait le croire. Le synopsis, Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Scheherazade. Et ce film est pour moi une excellente surprise, et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Malgré un sujet classique qui pourrait arriver si bien à Marseille, comme à Poitiers, Bordeaux ou Münster, hein, bien de chez nous ça. Je dis coucou aux voisins. Le film est mené par d'excellents acteurs. Ça c'est le point que j'ai retenu. L'actrice qui joue Scheherazade, je ne sais plus son nom, mais elle est personnellement dans mon palmarès pour le rôle dans la meilleure actrice que j'ai vue à Cannes. Et l'histoire est agréable à suivre, c'est pas rebondissement sur rebondissement, mais c'est très intéressant. Je vais peut-être me répéter, mais les acteurs sont incroyables dans ce film. Et ça vaut pour moi le fait de le voir. On a vu les acteurs à la fin de la séance dans le cinéma dans lequel on était. Il y avait une conférence avec eux à la fin, mais on n'a pas pu rester. Et du coup, sans faire exprès, je les ai poussés. Du coup, je m'excuse si vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse et j'aime bien ce que vous avez fait. Ensuite, le 13 mai à 11h30, j'ai vu Un violent désir de bonheur. Nous sommes en 1792, loin de l'épicentre de la Révolution française. Le couvent du jeune moine Gabriel est réquisitionné comme caserne par les troupes révolutionnaires. Une cohabitation forcée entre moines et soldats s'ensuit, qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux idées nouvelles. Et ce film est... bien. Non, en fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est-à-dire que c'est un film sympathique, un bon film historique, les acteurs sont bien, mais il m'a laissé indifférent, quoi. Ni mauvais, ni excellent. Il m'a pas... Enfin, je l'ai suivi, mais voilà. C'est-à-dire... ouais, c'est bien, quoi. J'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, mon coup de cœur de Cannes, c'est-à-dire que c'est mon premier film préféré ou second, ça dépend les moments. Woman at War, que j'ai vu le 13 mai à 14h. Ala, la cinquantaine, déclare la guerre à l'industrie locale de l'aluminium qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les hautes terres d'Islande. Mais la situation pourrait changer avec l'arrivée inattendue d'une petite orpheline dans sa vie. Et comme dit, c'est mon coup de cœur de Cannes. Je vais m'expliquer. Ce film est très drôle, et moi j'aime bien les films drôles, surtout quand
t'as 80% de Cannes, c'est des drames sociaux. Quand t'as un film comme ça, c'est très frais. Mais c'est pas juste pour ça, parce qu'il est hihi, c'est drôle. Non. Déjà, les acteurs sont très bons. L'actrice principale est excellente. D'ailleurs, vous avez une petite surprise parce que, bon, c'était un bande-annonce. Elle joue 2 personnages, ce qui est d'ailleurs très drôle. Et je me suis demandé sur certaines scènes comment ils ont fait. Mais il y a aussi un truc que j'ai trouvé très intéressant du point de vue de la musique. C'est-à-dire que, sans trop dire, généralement, vous savez, dans les films, la musique n'existe pas dans le film. C'est la composition qui, voilà. Dans ce film, la musique existe, mais en même temps n'existe pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. La musique est faite par un orchestre dans le film, tout au long, que tu retrouves dans différents endroits, mais cet orchestre n'existe pas. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais c'est génial. C'est-à-dire que si un jour vous avez la possibilité de voir ce film islandais à petit budget un jour, ce qui m'étonnerait vachement, regardez-le, je vous le conseille. Voilà, coup de cœur. T'as quoi à dire? Oh. Ensuite, nous avons vu ce soir-là le film Girl à 20h. Et ça, c'est aussi un excellent film. Je vais vous en dire plus. Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans sa quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. Si vous n'avez pas compris, le personnage principal est transgenre. C'est très compliqué de parler d'un film comme ça, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est un très bon film. Avec un sujet très intéressant et très bien maîtrisé. C'est un de mes films préférés également, avec une histoire très intéressante de ce personnage, que je vous recommande. Et le dernier quart d'heure, pour ceux qui l'ont vu, ça fait très très mal, mais vous comprendrez si vous voyez ce film. Le lendemain, 14 mai à 8h45 de nouveau, Comprame un revolver. Dans un monde submergé par la violence, où les femmes se prostituent et sont tuées, une fille porte un masque de Hulk et une chaîne autour de sa cheville pour cacher son genre et aide son père, un addict tourmenté, à prendre soin d'un terrain de baseball abandonné où jouent des dealers. Il a réussi à la garder en sécurité avec succès jusqu'au jour où, lui qui est un joueur de grosse caisse accro au crack, est appelé pour jouer dans une fête organisée par un baron de la drogue dans le désert. Le père n'a pas d'autre choix que d'emmener sa fille avec lui. La fête est immense, il y a même une scène de concert. Hulk explore les alentours jusqu'à ce que l'artiste principal monte sur scène et félicite le baron de la drogue. En quelques secondes, le lieu se remplit de lumière, de lasers rouges et de cris. Le père de Hulk la cache. Le jour suivant, Hulk se réveille entouré par le chaos et la mort. À ce moment-là, la fille se bat pour sa liberté et essaye désespérément de s'enfuir. Je suis surpris, c'est le synopsis officiel, mais il dévoile 80% de l'intrigue. C'est-à-dire que c'est mieux qu'une bande-annonce qui dit trop, c'est-à-dire que le synopsis, c'est le résumé en fait. Voilà. Mais à part ça, c'est un très bon film, intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La petite actrice joue très bien pour un enfant, faut le dire, parce que les enfants, les acteurs enfants dans des films comme ça, je sais pas comment ils font, parce que le sujet est quand même, comme vous avez pu le voir, très joyeux. Et c'est en fait l'histoire d'un monde post-apocalyptique. C'est un peu un ovni ce film. C'est pas de la science-fiction, mais un peu quand même. C'est très spécial. Ça n'empêche pas d'être un très bon film. Hein. Et il y a une promesse d'une suite à la fin. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait une suite à ce genre de film. Mais tu peux faire une suite de ce film et je la regarderai avec impatience si elle sort un jour, ce qui n'arrivera jamais. Ensuite, Chris the Swiss. Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l'uniforme d'une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle décide d'enquêter pour découvrir ce qui s'est passé et comprendre l'implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués. Ce film est un documentaire et il m'a ennuyé d'une force. Oh mais c'est le film sans doute que je me suis plus ennuyé devant. Quitte à m'assoupir, je me suis assoupi devant aucun film. Mais alors ce film-là, il m'a fait somnoler. Ah c'est incroyable. Du coup je pourrais pas trop faire une critique dessus parce que la moitié du temps je somnolais, j'ai pas suivi. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que la partie animation, parce que le film est en partie animé, est très jolie. Je m'attendais à un film totalement animé, mais il y a la partie documentaire, et c'est dommage. Mais voilà, je peux pas trop faire de critique de ce film en fait. Après mon second coup de cœur de Cannes et un film que j'ai le plus aimé, qui a fait le plus débat à Cannes, mais que je vous conseille quand même, The House That Jack Built. Un tueur en série solitaire, Jack, sévit dans l'état de Washington dans les années 1970 et 1980.
Architecte perfectionniste, surnommé Mr. Sophistication, en raison de sa maniaquerie et de sa passion pour la mise en scène de ses assassinats, il cherche à commettre le crime parfait tout en considérant chaque meurtre en soi comme une œuvre d'art. Alors que la police le traque et s'apprête à l'arrêter, il se confie à un psychanalyste, Verge, et lui raconte son parcours personnel coupé en 5 chapitres, fondés sur un meurtre en particulier. Après avoir assassiné ses proies, Jack conserve les cadavres dans une chambre froide afin de réaliser un rêve macabre. C'est le film de la joie. Et ce film a eu de très nombreuses critiques négatives. Pour avoir assisté, c'est ce film-là que j'ai vu au tapis rouge, ce qui est une expérience géniale de voir ce film en avant-première en montant les marches. Beaucoup de gens sont sortis de la salle, comme j'ai pu le remarquer, et j'ai beaucoup aimé le film ce jour-là, je vous explique un peu plus après. Et le lendemain, j'ai vu les critiques, mais ils ont défoncé ce film, je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ont jugé, oui, ce film on peut pas le montrer à Cannes, c'est pas des trucs comme ça, c'est pas bien de montrer ça, Lars von Trier, qu'est-ce que j'ai fait. En fait, je pense que les gens critiquaient plus Lars von Trier, le réalisateur, que le film en lui-même, parce que Lars von Trier, ceux qui savent, il y a quelques affaires à Cannes qui l'ont un peu dérangé, et qui ont dérangé les critiques, du coup, qui sont pas gênés à cracher à la tête de ce film, qui est excellent. Le sujet est sombre, le film est violent, mais on va dire violent, voilà quoi. C'est violent, mais il y a plus violent que j'ai vu à Cannes cette année. Donc l'histoire de ce tueur en série est très intéressante. Ce film arrive à te faire attacher à un serial killer qui réalise des meurtres, mais c'est magique. C'est-à-dire que ce film a une maîtrise de l'humour noir. Ce film a beaucoup d'humour. Moi, l'humour noir, c'est mon humour préféré, hein, si vous ne saviez pas. Et comment ce film te met en scène les meurtres, c'est génial. Par contre, la scène qui a été le plus critiquée, sans trop spoiler pour ceux qui veulent voir, ceux qui ont vu le film comprendront. La scène des enfants, c'est la scène la plus critiquée du film. Parce que, oui, tu fais pas ça des enfants, c'est pas bien. C'est ma scène préférée. La mise en place de cette scène, sa réalisation et tout, c'est du génie. Pour un youtubeur Disney, pareil, genre le truc, c'est toujours rigolo. Non, franchement, c'est un de mes films préférés. La réalisation est impeccable, les acteurs sont géniaux. Mettez tous les bons arguments pour un bon film à ce film, ça lui ira très bien. Par contre, âme sensible s'abstenir. C'est un film quand même très choquant et cru dans ce qu'il montre, malgré la maîtrise de l'humour comme dit. Je vous le recommande, sauf si vous avez moins de 16 ans, bien évidemment. Et puis nous arrivons au dernier jour où nous voyons deux derniers films. Alors, mon tissu préféré, parlons-en un peu. Damas, mars 2011, le début de la révolution. Nala est une jeune femme de 25 ans, tiraillée entre son désir de liberté et l'espoir de quitter le pays grâce au mariage arrangé avec Samir, un Syrien expatrié aux États-Unis. Mais Samir lui préfère sa jeune sœur Myriam, plus docile. Nala se rapproche alors de sa nouvelle voisine, Madame Gigi, qui vient d'arriver dans l'immeuble pour ouvrir une maison close. Et ce film, je viens de remarquer, j'ai beaucoup changé d'habitude depuis la critique que j'ai faite en sortant de la salle. J'avais écrit pour ce film oubliable. Y a pas que ça. Je te juge, moi, d'il y a 3 semaines. Fais gaffe. Ce film est plutôt intéressant dans le personnage principal et ses désirs, mais le fond, c'est-à-dire la révolution arabe, n'est pas traitée, c'est-à-dire qu'elle y est, mais elle sert à rien. Tu pourrais faire ce film il y a 30 ans comme dans 20 ans, ça resterait la même chose. Voilà, mais à part ça, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un bon film, voilà. Et avant de quitter Cannes, le dernier film que nous avons vu et que j'ai trouvé très bon également, c'est une sorte de documentaire qui s'appelle La terrible jungle. Sur le grand domaine arboré de l'Institut médico-éducatif de la Pépinière, dans le Nord-Pas-de-Calais, une dizaine d'adolescents insoumis, francs et spontanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma. Terrain d'expérimentation musicale, poétique, amoureuse et philosophique, le centre prend alors un caractère d'exutoire, devenant lieu de confidence et est également révélateur d'un tiraillement perpétuel entre deux mondes, l'extraordinaire et la quête de la normalité. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'est un documentaire qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire que les gens qui ont fait ce film sont donc venus avec des caméras, les enfants existent vraiment, c'est leurs vraies émotions, on va dire, ce qu'ils disent. Mais des fois, les enfants se mettent en scène eux-mêmes, des fois ils parlent à la caméra, des fois pas. C'est très bizarre, mais très très bon. Les enfants sont attachants à suivre, ils sont vraiment très attachants, ces enfants
quand on suit leur parcours dans ce centre. Et je dois avouer que le petit garçon en fauteuil roulant m'a bien fait rire. J'ai beaucoup aimé. Restez jusqu'à la fin si vous voyez, parce qu'il y a des scènes post-génériques et tout. C'est pas l'Avengers 3, mais c'est génial quand même. Et puis surtout, ce qui m'a rendu encore plus, ce qui m'a fait le plus aimer ce film, c'est qu'à la fin on a rencontré l'équipe du film, c'est-à-dire les acteurs, les producteurs et tout. Et quand tu vois les enfants en vrai, quand ils parlent encore plus spontanément, c'est génial. Ces enfants sont vraiment très intéressants. Et je vous conseille ce documentaire Dans la terrible jungle, comme la chanson qui passe actuellement en fond. Dans la jungle, paisible jungle, Voilà. ce soir. J'ai eu une très bonne dernière expérience pour mon Festival de Cannes 2018. Et s'il y a encore des gens, faites coucou. Arrêtez, vous avez les ridicules. Si vous êtes restés jusque là, merci à tous, c'est gentil, vous êtes intéressés au Festival de Cannes 2018, ce qui était une très bonne expérience à vivre. J'ai passé de bons moments avec les copains, j'ai vu de très bons films. Si vous avez vu ces films, je suis content pour vous et vous pouvez voir ma critique. Si vous les avez pas vus, la plupart, comme dit, je vous les conseille, mais il y en a qui sortiront que dans un an, du coup vous avez le temps. Mais à part ça, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, j'ai envie de vous dire à une prochaine. Je pense que la prochaine vidéo, je ferai un récapitulatif de mes futurs projets. Mais on a le temps d'en reparler jusque là, parce que c'est les vacances bientôt et que j'ai hâte. J'ai bientôt le bac, alors souhaitez-moi bonne chance. Ciao tout le monde, c'est DPM.